Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Après l'incendie grave ayant paralysé la Société nationale de raffinage au Cameroun, le gouvernement a mis sur pied une commission d'enquête technique pour faire la lumière sur les causes profondes de cet incendie. Mais pour certains analystes, cet incident est un indicateur patent des problèmes de mauvaise gouvernance qui ont détruit les sociétés d'État au Cameroun. Et lors d'un récent conseil de cabinet, le gouvernement a reconnu la nécessité d'élaborer un plan de restructuration des entreprises publiques, notamment le chantier naval et industriel et la compagnie Camerco. Qu'est-ce qui explique ces contre-performances des entreprises publiques au Cameroun? Quelles en sont les conséquences sur le plan économique et social? Que vaut la stratégie de restructuration mise en place par le gouvernement pour redonner un souffle de vie à ces entreprises du secteur public? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Viviane Ondoa-Biolay. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufélé. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je précise que vous êtes enseignante à l'Université de Yaoundé 2, professeur consultant à l'Institut supérieur de management public, une structure où vous avez été directrice générale adjointe pendant de nombreuses années. 9 ans. Et vous venez de publier aux éditions Clés un ouvrage dans lequel vous avez passé au scanner les scandales ayant secoué la République, ce à travers l'analyse des déterminants de viabilité des organisations publiques camerounaises. L'ouvrage s'intitule « Scandale, éléments de casuistique pour une viabilité organisationnelle au Cameroun ». J'aimerais d'entrée de jeu commencer avec cette actualité concernant la Sonara. Vous le savez, le gouvernement vient de mettre sur pied une commission technique pour voir clair sur la cause de l'incendie. Et Viviane Ondoa-Biolay, comment réagissez-vous au fait que le gouvernement choisit lui-même de mener cette enquête sur le plan technique afin d'identifier à la fois les causes de l'incendie et la stratégie de prévention de ce type d'incident? Alors déjà, merci de me recevoir. L'incendie de la Sonara a défrayé la chronique ces derniers jours, déjà du fait de l'ampleur justement de cet incendie et de l'importance que représente la Sonara comme entreprise publique. En ce qui concerne la commission, nous avons tous suivi la composition de la commission présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Et lorsqu'on entend parler de commission, il y a deux mots, commission d'enquête technique. On peut se poser la question de savoir, déjà c'est une bonne réaction, lorsqu'il y a un problème, il faut mettre en place un dispositif d'analyse. Peut-être là, c'est un dispositif, je voulais dire peut-être plus administratif, parce que présidé par le ministre de l'Eau, nous avons des représentants également des administrations. Je n'ai pas le communiqué sous les yeux, mais toujours est-il que lorsqu'on parle de commission d'enquête technique, on s'attendrait également, j'imagine que ce sera le cas, d'avoir au moins dans une commission technique ou une sous-commission très en marge justement des préoccupations administratives, un expert du domaine qui va donc mener un certain nombre d'analyses techniques. Mais bien au-delà, je pense également que cette commission a pour... c'est 30 jours d'ailleurs. 30 jours fait, elle a un mois, la commission, pour pouvoir rendre sa copie auprès du Premier ministre. Auprès du Premier ministre. Et je pense qu'il y a un ensemble de questions qui seront posées parce que lorsque nous avons des entreprises comme la Sonara, qui représentent dans le portefeuille de l'État ce qu'on appelle les entreprises des établissements classés, c'est-à-dire qui présentent un danger pour la vie et l'environnement. Ces entreprises méritent une attention assez particulière. Nous avons le décret de 2014 qui prévoit pour ce type d'entreprise classées dangereux et insalubres des inspections qui doivent se faire au moins 2 fois par an. Ça, c'est vraiment de manière globale. Mais qui plus est, dans un domaine comme celui-là, j'imagine qu'il y a également des mesures de sécurité qui doivent être prises. Et l'une des questions que cette commission va certainement aborder, c'est au moins d'abord vos plans réglementaires. Est-ce que toutes ces mesures de sécurité ont été suivies? Est-ce que la dernière inspection, parce que c'est 2 inspections en juin et en décembre, ça veut dire qu'on fait l'hypothèse que la dernière inspection a eu lieu en décembre. Donc la première chose à analyser sont les recommandations de cette inspection-là. Voici ces recommandations ont été appliquées. Si ces recommandations indiquaient effectivement qu'il y avait quelques risques qui pouvaient être évités. Bon, il faut aussi dire que c'est une organisation, des risques qui peuvent arriver. Il faut maintenant identifier si ces risques étaient de nature à être évités ou pas et quelles sont les dispositions à prendre. Maintenant, au plan technique, il y aura certainement un expert qui va se prononcer sur la question. Quel est l'intérêt d'associer un expert qui n'est pas au sein du gouvernement
dans une telle enquête, dans une telle démarche? Alors, il faut qu'il y ait quand même un détachement, qu'il soit au sein du gouvernement, il y ait un lien de subordination entre tous les fonctionnaires, hein, on peut le dire ainsi, et puis l'État. Mais surtout, au-delà d'avoir un regard ou une distance par rapport à l'administration, c'est surtout également une distance par rapport à l'entreprise concernée. Donc, il serait bon, j'imagine que ce sera le cas, qu'on ait une équipe complètement indépendante qui puisse s'occuper des questions techniques, parce que les décisions et les analyses d'un autre niveau relèvent certainement d'une décision stratégique et peut-être politique. Et en ce qui concerne les analyses techniques, sans doute, il y aura une équipe, je pense, indépendante, sinon ce serait un peu biaisé. Et peut-être, pourquoi pas, confier cette partie à une entreprise complètement ou alors un comité complètement détaché de la commission qui a été mise en place. Parce que lorsqu'on voit la coordination par le ministre, on peut effectivement se poser un certain nombre de questions en termes d'indépendance, en termes de liberté de temps, en termes de liberté également d'analyse. C'est peut-être des soupçons, mais c'est également au plan de l'affichage des éléments qu'il faut intégrer lorsqu'on a ce genre de sinistre. Et le gouvernement rassure sur l'approvisionnement du marché en produits pétroliers, mais rien n'est dit concrètement sur les conséquences économiques de l'arrêt de production au niveau de la Sonara. Mais je pense que vous ne pouvez pas dire que rien n'est dit, puisqu'on nous a dit que la Sonara sera en arrêt probablement pendant 12 mois. Une fois qu'on l'a dit, on peut voir immédiatement quelques conséquences au niveau de l'emploi, parce que vous voyez très bien qu'après 6 mois, certains employés seront en congé technique, comme le prévoit la loi, parce que si une entreprise est en arrêt, il y a des dispositions réglementaires qui doivent être prises au niveau de l'emploi. Il y a également des sous-traitants. J'imagine que la Sonara a beaucoup de sous-traitants, et peut-être pour certains d'entre eux, ou d'entre elles, si on parle des entreprises sous-traitantes, la Sonara pourrait représenter peut-être le seul client. On voit dans la répercussion également au niveau du secteur privé. Donc nous avons au niveau de l'emploi des conséquences qui sont presque inévitables. Maintenant, si vous voyez également l'arrêt de la Sonara pendant 1 an, vous imaginez bien que dans le budget de l'État, la Sonara avait un rôle à jouer en ce qui concerne l'approvisionnement en termes de ressources. Il faut également certainement questionner ou alors s'inquiéter un peu de cet arrêt-là et des conséquences économiques qui peuvent être importantes. Je pense que la Commission va certainement avoir le temps d'apprécier, mais sinon déjà de l'extérieur, lorsqu'on dit qu'une entreprise sera en arrêt, il y a quand même des conséquences évidentes, déjà au niveau de l'emploi, au niveau des fournisseurs, c'est-à-dire des sous-traitants, au niveau également de l'approvisionnement, je dis en termes de ressources financières, au moins des prévisions qui avaient été envisagées. Si ces prévisions ne sont pas au rendez-vous, il y a certainement un impact au niveau du budget. Dans l'attente des résultats de cette commission d'enquête technique mise sur pied pour pouvoir voir plus clair sur l'incendie survenu à la Sonara, vous le savez, le gouvernement a décidé de changer une fois encore le top management de Camerco, au moins la 5e, 6e fois en moins de 9 ans d'existence. Et ces scandales figurent également dans votre ouvrage que vous venez de rendre public aux éditions Clés. Et les Camerounais s'interrogent sur la gestion des entreprises publiques au Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème? Alors, il faut dire qu'on ne peut pas rester complètement indifférent à ces événements lorsqu'on est un observateur très, très attentif du fonctionnement des organisations, et notamment des organisations publiques. Vous avez pris le cas de la Cameco. Nous avons 6 directeurs généraux en 8 ans, ce qui fait un turnover quand même d'un peu plus de 70%, ce qui est assez élevé. Vous avez également, par ailleurs, d'autres entreprises que vous pouvez identifier, où le turnover n'est pas très élevé. Vous avez, par exemple, des directeurs généraux qui peuvent rester 15 ans, 20 ans, 29 ans, avec les mêmes conséquences. C'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours une contre-performance. Première conséquence, de manière vraiment très froide, c'est que finalement, ce n'est pas le problème du directeur général qui s'oppose. Parce que si ça avait été ça, la variable de renouvellement des directeurs généraux aurait résolu le problème de la performance à la Cameco, et peut-être l'enracinement dans les autres entreprises aurait également eu des impacts. Mais on a donc 2 situations différentes avec la même conséquence contre-performance. On prend également une autre variable, on se dit ce sont des secteurs différents. Mais comment se fait-il également que certaines entreprises qui soient dans les secteurs différents, avec des directeurs généraux différents, puissent également arriver à cette contre-performance? Le dénominateur commun, c'est lequel? Alors, première hypothèse, on peut se dire, bon, ce n'est pas les directeurs généraux le problème, puisque dans tous les cas, on a cette évidence. Deuxièmement, on peut questionner le dispositif de contrôle. Il y a un conseil d'administration. Et non seulement le dispositif de contrôle, sa marge de manœuvre, sa capacité à pouvoir justement encadrer ou discipliner le gestionnaire et à garantir la performance des entreprises. Parce qu'avoir une entreprise contre-performante sur une longueur de vie de près de 10 ans, c'est quand même assez inquiétant par rapport au dispositif de contrôle. Et je ne voudrais pas revenir sur les éléments théoriques. Ces éléments permettent justement, ou alors ces faits permettent de questionner le rôle
du conseil d'administration. Et bien entendu, peut-être également en allant plus loin, questionner également les acteurs qui sont conviés à la gestion de ces entreprises-là. Et quand on parle d'acteurs, on parle aussi bien du conseil d'administration que de la direction générale. Et on a vu un jeu de chaises musicales où un président de conseil d'administration devient directeur général d'une entreprise et le directeur général a été éjecté de son siège, notamment à Camerco. Pourtant, les deux personnalités ont travaillé pendant environ 2 ans ou 1 an et demi pour pouvoir redresser l'entreprise et rien n'a été vu en matière d'indicateurs de croissance et de performance. Est-ce que cela également peut avoir un impact? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que comme nous n'avons pas d'éléments qui expliquent pourquoi il y a eu le départ de l'autre, parce qu'il faut dire que lorsque vous êtes dans une équipe de management, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou de la direction générale, vous formez une équipe. Donc, en réalité, vous êtes tous comptables des résultats qui sont présentés. Maintenant, n'ayant pas eu les raisons pour lesquelles l'un a été remplacé par l'autre, on peut effectivement se poser la question que vous posez au plan théorique. C'est une question viable. C'est que finalement, nous sommes tous responsables des résultats d'une entreprise. Peut-être l'analyse fine ou alors l'information que le propriétaire de l'entreprise tient au fait que c'est peut-être le directeur général qu'il fallait remplacer, j'en sais rien. Mais toujours est-il que toutes ces instances sont effectivement garantes et responsables des performances. C'est pour ça qu'on est souvent quelque peu embêté de constater chaque fois qu'il y a un problème dans une direction générale que le directeur général soit interpellé et que les membres du conseil d'administration ne soient pas inquiétés, alors que tous les ans, ils tiennent des conseils d'administration, ils donnent des quitus avec félicitations au directeur général. Et d'où vient-il que 5 ans après, 3 ans après, 6 ans après, qu'on nous dise que non, pendant ces 6 ans, il y avait même des problèmes de gestion. Donc je pense qu'il y a un problème de responsabilité. Et si le problème perdure, c'est parce que les membres du conseil d'administration, je rentre vraiment là au plan théorique, les membres du conseil d'administration ne sont pas propriétaires au sens où leurs ressources sont influencées par les résultats de l'entreprise. Donc, en réalité, ce sont des fonctionnaires comme vous et moi. Que l'entreprise mange ou qu'elle ne mange pas, il n'y a aucun impact sur mes revenus. Il y a peut-être un impact moral et peut-être assez marginal. Mais pourtant, on observe que le gouvernement donne à chaque fois que lorsque ces directeurs généraux sont installés, une sorte de cahier de charges, de feuille de route pour redresser ces entreprises publiques. On a eu le cas du chantier naval et industriel du Cameroun, fleuron de l'industrie il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires, c'est moins de 5 milliards de francs CFA avec un plan de restructuration sociale qui suscite des grognes au quotidien dans la capitale économique du Cameroun. Comment expliquer qu'à chaque fois que le gouvernement a vanté l'arrivée d'un nouveau directeur général, 2 ans plus tard, il a été débarqué? Alors moi, je ne sais pas comment expliquer ça parce que je ne suis pas dans les cas d'intérêt, mais au moins ce sont des indicateurs. C'est la raison pour laquelle le scandale, comme objet de recherche, nous interpelle. Parce que lorsqu'on a affaire au scandale ou à aux revendications telles que vous le dites, ce sont des alertes. Ce sont en fait des indicateurs d'un problème, ce sont des révélateurs de dysfonctionnement ou alors de vulnérabilité organisationnelle. Donc chaque fois qu'il y a une recrudescence de scandale, on se dit « Ah, l'organisation a un problème ». C'est pour ça qu'au-delà des personnes, et c'est un peu ça l'objectif de l'ouvrage, c'est de dire, est-ce qu'on peut questionner le fonctionnement même de l'organisation? Vous allez me dire que ce sont les hommes qui font les organisations, mais effectivement, il faut bien qu'on questionne, parce qu'au fond, tel que c'est parti, on se dit quand même que ce ne sont pas les hommes qui sont le problème. Ou alors, si les hommes sont le problème, c'est parce que les dispositifs de leur sélection, et là, on interpelle encore les processus organisationnels. Comment fabrique-t-on nos gestionnaires? Où est-ce qu'on les prend? Comment est-ce qu'on les met en place? Comment est-ce qu'on les encadre? Comment est-ce qu'on les discipline? Parce que rappelons quand même que lorsqu'on voit la composition de nos conseils d'administration, il y a très peu de conseils d'administration ouverts. C'est-à-dire ouvert au privé, ouvert également à, je voulais dire, c'est très homogène, même au niveau du parti politique, c'est très souvent les membres du même parti politique. Donc il y a une sorte d'alliance, il y a une sorte de connivence, je devrais même dire, une sorte de complicité entre ces différents. Et là, ça pose quand même un problème qu'il faut questionner. Est-ce que cette alliance ne vise pas la performance de l'entreprise? Et dans tous les cas, elle n'est pas là. Donc, je pense que si elle n'est pas au rendez-vous, on doit se poser de bonnes questions. Et de ce point de vue, la littérature enseigne suffisamment déjà sur le diagnostic, parce que le diagnostic qu'on fait et qui indique effectivement que le choix des gestionnaires, le contrôle des gestionnaires peuvent expliquer, si on prend les deux là, peuvent expliquer la contre-performance actuelle. Mais le Cameroun s'est étoffé d'un arsenal juridique et en matière de contrôle des gestionnaires publics avec le contrôle supérieur de l'État, l'ANIF, la CONAC. On a vu également de nouveaux textes pour régir le fonctionnement des entreprises publiques qui a été adopté il y a quelques années, revu par le président de la République. Comment expliquer que malgré tout cet arsenal, il y ait toujours ces dérives,
managériale et ces contre-performances qui s'enchaînent au fil des ans? Ça, c'est une très bonne question. Dans l'ouvrage que nous avons analysé, parce que vous savez, moi, je suis universitaire, donc je ne suis pas là pour donner uniquement des opinions, ou tout au moins me baser sur les opinions pour fonder un certain nombre d'arguments. Nous avons analysé 11 cas, 11 scandales de 5 domaines de la gestion, parce que l'idée était de dire, si nous focalisons sur un seul secteur, ça peut ne pas être suffisamment représentatif. Et effectivement, il y a 3 grands problèmes, ou 3 grands dysfonctionnements qui apparaissent. Lesquels? Le premier dysfonctionnement ou la première vulnérabilité sont les dérives managériales. Et vous faites bien de l'indiquer. Et lorsqu'on parle de dérives managériales, et c'est assez curieux, parfois c'est des transgressions des normes très banales. C'est-à-dire l'irrespect ou le non-respect, disons-le simplement ainsi, des dispositions légales. Quelques exemples qui figurent dans l'ouvrage. Quelques exemples qui figurent dans l'ouvrage. Si nous prenons le scandale de la CNPS, qui a opposé les délégués du personnel au directeur général lors d'une élection de délégués du personnel, il s'agissait en fait du respect d'une norme. C'est-à-dire que la CNPS était sortie du portefeuille des entreprises bancaires. Et donc le syndicat en question, qui relevait du secteur bancaire, n'avait plus en réalité la légalité pour exister dans cette entreprise, celle-là ayant changé de statut juridique. Il fallait donc que le syndicat soit changé également de statut, ou alors que les personnels concernés s'affilient dans une entreprise, dans un syndicat qui relevait cette fois-là de la prévoyance sociale. Donc vous voyez que cette transgression de la norme a créé un scandale, alors qu'il s'agissait d'un respect banal des dispositions réglementaires. On peut encore identifier d'autres cas de la sorte. Donc il y a ces vulnérabilités en termes de dérive managériale. Il y a également, je peux dire ainsi, une ingérence de la hiérarchie, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est un problème, moi je pense que... Mais comment cette ingérence de la hiérarchie se manifeste dans ces entreprises publiques? Quand nous prenons les entreprises publiques, les défaillances qu'on peut observer dans certains cas, on observe que lorsque les problèmes s'opposent, les dirigeants ne prennent pas suffisamment, je pouvais dire, d'audace ou de courage pour les résoudre. C'est vrai que vous allez me dire que nous sommes dans un contexte où peut-être tout le monde a peur, mais il revient à un directeur général, à une autorité qui gère un territoire, disons-le ainsi, la responsabilité de s'assurer que le territoire est viable. Et donc, tous les problèmes qui s'opposent doivent être réglés. La tendance, justement, que nous avons observé dans certains cas, nous n'avons peut-être pas le temps d'en évoquer ici dans les détails, c'était que chaque fois qu'un problème s'oppose, ou alors quand le problème s'oppose, il est relayé à la hiérarchie et le responsable attend justement que la solution vienne de la hiérarchie. Et on observe ce qu'on observe, on met en place un comité, le comité travaille sous haute instruction de la très haute hiérarchie, etc. Et puis, mais il existe un responsable, il y a quelqu'un qui... Est-ce que ces responsables des entreprises publiques ont les coudées franches pour prendre toutes les décisions qui engagent la vie de l'entreprise et qui peuvent la mettre sur les rails? C'est pour ça qu'ils sont nommés, et je suis désolée, monsieur Noufélé, et c'est ça la plus grande défaillance, si on prend le troisième dysfonctionnement, c'est que tant que ces responsables-là ne prennent pas ces décisions, tant que les organisations, après un scandale, ne corrigent pas le dysfonctionnement est entretenu dans l'organisation et ça crée les faillites organisationnelles. Donc on se rend très bien compte que le responsable ne prenant pas de solution, de décision, l'entreprise ne prenant pas ou n'engageant pas des réformes, les dysfonctionnements sont entretenus, l'entreprise se désagrège comme c'est le cas et on parle de restructuration de tout un secteur. Il faut dire que nous sommes responsables en tant que gestionnaires, nous sommes responsables en tant que décideurs et nous n'allons pas toujours attendre la décision de la haute hiérarchie. Dans tous les cas, c'est mon point de vue, c'est ce que je défends dans l'ouvrage, c'est que finalement, nous les responsables intermédiaires, parce que très souvent on regarde la hiérarchie, on attend la décision de la hiérarchie, nous avons un rôle à jouer en tant que, peut-être pas leader de premier rang, même si nous sommes des followers, nous devons être des followers responsables. Et s'il faut donc être passif, s'il faut être des bénis, oui, ça ne sert à rien d'être un gestionnaire. Un gestionnaire là pour résoudre les problèmes. Et ces gestionnaires qui sont appelés à gérer des entreprises déjà pratiquement en faillite, qui proposent un plan de restructuration de leur entreprise avec des financements qui sont attendus, avec une stratégie mise en place pour redresser la structure, mais qui sont confrontés à cette présence de la hiérarchie qui oriente leur feuille de route vers d'autres indicateurs. Est-ce que cette présence de la hiérarchie sur la gestion quotidienne de l'entreprise publique n'a pas un impact important qui peut occasionner ces contre-performances que l'on vit au quotidien? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'entreprise est un cerveau collaboratif. Quand vous dites que oriente, il faut bien qu'il y ait un débat. Vous êtes directeur général, c'est-à-dire que vous avez les compétences pour gérer l'entreprise. Et même si vous recevez une instruction, vous pouvez, de mon point de vue, en débattre si vous êtes responsable. Donc, il peut y avoir des débats, il peut y avoir même des divergences de point de vue. Là n'est pas le problème. Mais s'il y a une sorte de, je voulais même dire, de démocratie autour de ces objectifs-là, ça permet justement d'avancer. L'impression qu'on a, même quand vous posez la question et quand on écoute les gestionnaires, c'est que lorsqu'on reçoit des instructions, ça devient comme des injonctions qui sont difficilement
modifiables. Et pourtant, vous êtes sur le terrain et il peut parfois arriver qu'il y ait un décalage. Et c'est de votre droit d'engager effectivement un débat là-dessus. Moi, je pense que les leçons que nous pouvons tirer, parce que les scandales, il y en a suffisamment. Je ne souhaite pas qu'il y en ait toujours, surtout de même nature, parce que qu'il y ait un scandale, qu'il y ait des crises, c'est un peu normal dans la vie d'une organisation. Mais c'est surtout comment tirer avantage de cette vertu du scandale. Parce que finalement, le scandale, c'est vrai, on peut estimer qu'il y a des impacts importants, mais au moins, le scandale est également révélateur d'un dysfonctionnement qui peut nous aider à... Il y a eu des scandales à la défunte Camer. Est-ce que la mise en place de la compagnie Camerco, vous avez le sentiment que le Cameroun a tiré des leçons de la gestion de la défunte Camer? Bon, vous me permettez de ne pas porter un jugement essentiellement sur mon sentiment parce que ce serait trop facile. Moi, je pense simplement qu'il faut observer et les décideurs qui sont là, moi, je n'ai pas le détail des informations concernant cette entreprise, mais je pense quand même que c'est une entreprise qui va certainement mériter notre attention parce qu'avoir 6 directeurs généraux en 8 ans et que l'entreprise soit toujours autant plombée, je pense qu'il faut aller chercher la solution, non pas au niveau des acteurs, mais peut-être au niveau du dispositif de gouvernance. Le gouvernement a souvent expérimenté, Viviane Biolay, la privatisation de certaines entreprises clés dans l'espoir à la fois de pouvoir renflouer les caisses de l'État, mais améliorer la qualité du service public en confiant certains secteurs névralgiques à des concessionnaires. Comment appréciez-vous cette démarche ? Alors moi, je pense que de plus en plus, que ce soit ici ou ailleurs, l'État fonctionne avec un mix. Il est difficile maintenant que l'État soit le seul acteur de l'activité de développement. Et de ce point de vue, il y a des secteurs qui peuvent également mériter de ce type de concession. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais maintenant, on le fait en bonne intelligence. Moi, je pense qu'il y a des secteurs qui sont des secteurs vitaux, qui relèvent effectivement je peux dire, si vous pouvez me reprendre, hein, des besoins essentiellement physiologiques et vitaux, même de base, des populations comme l'eau, l'électricité, la santé, qui peuvent être difficilement concédés totalement à un privé, où l'État doit effectivement veiller, même si c'est le cas. Et je pense que ça se fait en toute intelligence. Mais je voudrais quand même faire observer qu'il y a des dynamiques qui évoluent. Nous voyons ce qui se passe ailleurs, l'environnement évolue, le Cameroun n'est pas en marge de cette évolution-là. Qu'il s'agisse de ces secteurs-là, qu'il s'agisse même de la fonction publique, de plus en plus, l'État privatise. L'État privatise certains postes, l'État privatise certaines fonctions. Nous avons suivi tout le débat de la fermeture même de l'ENA ailleurs. Ces débats doivent avoir lieu ici parce qu'en réalité, l'environnement est mouvant, il est changeant, il est turbulent, il est brutal. Et si nous restons statiques sur des méthodes et disons des outils de 1960, il peut arriver que nous soyons dépassés. Quel est l'enjeu d'organiser de tels débats sur le management des entreprises publiques, sur les fonctions et les objectifs à assigner à la fonction publique au Cameroun? Mais les enjeux sont évidents. Lorsque vous prenez les scandales concernent les politiques publiques. Et qui dit politique publique dit développement. Si nous voulons être émergents, comment est-ce que nous allons implémenter les politiques publiques? Et de ce point de vue, pour moi, ça relève du bon sens, d'une évidence tellement frappante qu'on ne pourrait faire autrement. Il faut que ces débats aient lieu. Il faut que les débats du choix des dirigeants aient lieu. Il faut que les débats de l'évaluation des dirigeants aient lieu. Il faut, à un moment donné, dans tous les cas, la dissimulation n'est plus possible. Lorsqu'il y a un problème, le problème se voit, il est connu. Et je pense que nous sommes arrivés à une phase où tout le monde doit être entendu, que les experts apportent leur contribution, que les dirigeants également, qui prennent des décisions, puissent avoir des informations qui leur permettent de prendre la bonne décision. Et c'est ce foisonnement d'idées-là, de mon point de vue, je rêve peut-être un peu, qui peut nous permettre d'avancer. Parce que les décideurs, eux, ils ont les pieds dans le plat. Il faut qu'ils prennent des décisions tous les jours. Les autres également réfléchissent. Il faut également que ces informations soient portées à leur attention. Les théories, elles évoluent tous les jours. Alors, le Cameroun est confronté à de nombreux défis sécuritaires, politiques et sociaux également. Et il y a une loi, un projet de loi portant ratification d'une ordonnance modifiant la loi des finances 2019 avec toujours des subventions accordées aux entreprises publiques qui depuis de nombreuses années n'ont pas remporté un franc CFA aux caisses de l'État. La Banque mondiale plusieurs fois a interpellé le gouvernement sur la gestion de ces entreprises publiques. Faut-il continuer à les subventionner dans le budget qui lui-même peine déjà à pouvoir être exécuté et pouvoir satisfaire les besoins des populations? Alors déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs catégories d'entités publiques. Nous avons les entreprises publiques qui relèvent du secteur industriel et commercial, qui ont donc pour mission de générer des ressources, on peut le dire ainsi. Et puis vous avez des établissements publics administratifs qui sont dans des secteurs administratifs qui ne génèrent justement pas de bénéfices, on peut le dire ainsi. Celles-là,
bénéficient effectivement des subventions. Et ce qui est apprécié de ce point de vue-là, ce n'est pas tant le bénéfice qu'elles apportent, mais la qualité du service qu'elles offrent. Et nous avons justement ces deux catégories. Maintenant, si nous rentrons dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire celles qui reçoivent des subventions, leur évaluation ou alors l'évaluation de leur contribution, c'est davantage au niveau de la qualité du service qu'elles rendent, pas du bénéfice. Maintenant, la question que vous posez concerne les entreprises qui sont dans le secteur ou dans les secteurs industriels et commerciaux. Et de ce point de vue, les études que vous évoquez indiquent effectivement que ces entreprises sont en difficulté. Certaines d'entre elles sont même passées déjà en restructuration, ce qu'on appelle la réhabilitation, parce que lorsqu'on dit qu'on va restructurer, il y a des mécanismes à l'intérieur, et certaines d'entre elles sont déjà passées en réhabilitation. Et sur 10 entreprises qui ont été analysées dans un rapport, il y a à peu près 3 qui sont relativement viables. Donc ça pose un réel problème justement de l'appui à ces entreprises dans le cadre de la réhabilitation. Et certains bailleurs demandent même que certaines entreprises soient privatisées. Vous avez suivi tout le débat qu'il y a eu avec la Camtel. Et je pense que c'est des débats dans tous les cas dont on ne peut pas faire l'économie à ce moment. Alors, est-ce que le gouvernement doit justement mener lui-même ce projet de restructuration des entreprises publiques? Ça a été d'ailleurs au centre d'un récent conseil de cabinet où le ministre des Transports a été appelé à pouvoir fournir un plan à la fois pour le chantier naval et industriel, pour Camerco et également d'autres ministres qui sont les tutelles administratives de d'autres entreprises publiques. Moi, il y a un principe qui me semble un principe constant. Si nous avons l'habitude de faire des choses d'une certaine manière, si elles ne marchent pas, on peut changer. Parce que ce soit des comités, que ce soit des commissions internes, des commissions interministérielles, disons des commissions fermées, peut-être si on fait l'évaluation des résultats de ces commissions, et qu'on se rend compte que en termes d'efficacité, ce n'est pas toujours très efficace. On peut faire autrement. Mon analyse, ou bien l'opinion que je peux donner par rapport à cela, c'est pour revenir un peu à la théorie. Ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle, ce que d'autres ont appelé les cercles de qualité. C'est-à-dire, on s'assoit à l'interne, on essaie de voir au sein de l'administration, les méthodes de l'administration, comment on peut les réingénierer. Mais très souvent, l'une des limites de ces méthodes, c'est que si au sein de l'organisation, c'est-à-dire au sein de l'administration, nous avons beaucoup d'incompétences en termes de... Non, incompétence, c'est un peu fort. Si, par exemple, l'administration est jugée inerte, si elle est jugée... Bref, elle n'a pas suffisamment d'éléments pour nourrir la réflexion d'un autre type de compétence. On demande donc d'ouvrir les commissions. Vous insistez sur la qualité de la ressource humaine au sein de la fonction publique. Absolument. Quel est l'enjeu dans cette perspective-là? Je ne sais pas s'il y a un autre enjeu que d'avoir des ressources humaines de qualité. Et c'est un peu, je peux dire, l'alerte qu'on pourrait lancer ici, c'est de dire si on n'a pas de ressources de qualité, on n'aura pas des entreprises viables. Et pour le dire, on utilise souvent des indicateurs clairs. Si je prends le budget 2018, le budget 2018, avec un peu plus de 4 000 milliards, nous avons le budget de la formation qui représente à peine 5 milliards 900 millions, donc 0,2% du budget. C'est infime. C'est insuffisant. Et notre préoccupation est de dire, si la ressource humaine ne constitue pas l'investissement principal, certes, nous aurons des grands chantiers, nous aurons des grands ouvrages, mais des personnes qui sont censées non seulement les entretenir, en tirer profit et surtout perpétuer, si ces ressources-là ne sont pas de bonne qualité. Quand on dit bonne qualité, c'est vrai que c'est un jugement, le jugement bon, mais c'est un jugement qui a également des indicateurs dans des secteurs précis. Et de ce point de vue, quand on fait l'analyse, on peut quand même questionner certains Merci, professeur Viviane Ondoa Biolay. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Clés cet ouvrage, Scandale, éléments de casuistique pour une viabilité organisationnelle au Cameroun. Vous passez au scanner à des scandales ayant secoué la République, c'est à travers l'analyse des déterminants de viabilité des organisations publiques camerounaises. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.